Boa noite para todo mundo, então, sejam bem-vindos. Meu nome é Roberta, integro aqui o Núcleo Educativo do Museu Paranaense, e hoje celebramos o evento multidisciplinar Coisas Vivas, que integra a programação de temporada França-Brasil 2025, e entrelaça diálogos, acordes e olhares, colocando em cena a diversidade da relação entre Brasil e França e evocando seus profundos laços históricos com o continente africano. Iniciaremos com uma mesa de conversa que reúne olhares múltiplos e explora as relações entre ecologia e estruturas socio-raciais. Na sequência, a gente vai ter um breve intervalo para ter o show do Blick, então ali um intervalo de 10 minutos, no qual vocês podem aproveitar para visitar as demais exposições em cartaz no museu, e depois seguiremos a apresentação musical. Um dos nossos convidados, e da abertura da exposição Coisas Vivas, que reúne o trabalho do Ayrson Heráclito e da Djambi, permanecendo em cartaz até dia 26 de outubro. Aproveito, então, para agradecer os nossos parceiros, Agir por Le Vivant, Instituto Francês e Aliança Francesa, e também agradecer aos nossos convidados da mesa. Informo que a Djambi, artista que integra a exposição Coisas Vivas, não pôde comparecer na mesa de hoje. O Renato Menezes vai fazer a mediação da mesa, então vou apresentá-lo, em seguida ele dá sequência à apresentação dos demais convidados. Renato Menezes é historiador da arte e curador da Pinacoteca de São Paulo desde 2022. Suas pesquisas recentes voltam-se para o estudo dos ritos da sociabilidade negra, para as festas populares no Brasil e para a produção têxtil afrodiaspórica. Então, agradeço a presença de todo mundo e uma boa mesa. Está funcionando? Tá? Bom, boa noite a todas, todos e todes que estão aqui presentes. Eu fico muito feliz de estar aqui vendo casa cheia, assim. Isso, para mim, é uma felicidade. Como alguém que trabalha no museu, ver casa cheia é de uma felicidade assim sem tamanho. E é uma felicidade ainda maior estar aqui nesse museu que, para mim, é tão especial. É um museu pelo qual eu tenho um carinho imenso. Então, eu queria começar agradecendo às equipes, né, do MUPA, especialmente a Biba e ao Richard, pela confiança e pelo convite para mediar essa mesa e para escrever o texto para a mostra Coisas Vivas de Ayrson Heráclito. E também queria estender esse meu agradecimento à Luana e à Letícia, que cuidaram de tudo de maneira extremamente carinhosa e muito atenta e muito paciente também. Enfim, como eu estava dizendo e repito, é sempre bom repetir, esse é um museu pelo qual eu tenho um carinho muito especial, então estar aqui de alguma forma, enfim, é como matar a saudade mesmo. Eu também queria agradecer naturalmente a Djambi e a Ayrson Heráclito, que foram interlocutores, são pessoas que eu tenho um carinho especial também, foram interlocutores muito ativos nesse processo de pesquisa para a redação do texto curatorial da mostra. E também, naturalmente, eu agradeço a presença de Blick Bassi e de Maya Miridou, que eu gostaria de apresentar rapidamente, antes de levantar algumas questões que eu preparei para a gente conversar. Primeiro, eu queria apresentar Maya Miridou. Ela é uma artista, multiartista, escritora, ilustradora franco-gabonesa, que tem na coleta de testemunhos uma de suas matérias-primas prediletas de trabalho. O desenho lhe permite abordar a questão das identidades incertas, desenraizadas, frágeis e móveis, muito embora o universo da gravura e da fotografia participem diretamente de sua prática artística e editorial. Desde 2014, ela contribui com ilustrações, artigos, reportagens e entrevistas em diversas revistas, entre as quais Ballast, Panthère Première e The Funambuliste. Em 2021, Maya Miridou foi convidada para trabalhar sobre a vida e a obra da grande poeta e cineasta Sarah Maldoror, uma das primeiras mulheres a dirigir uma longa-metragem em país africano, para quem não sabe, no âmbito de uma retrospectiva de seus filmes no Palais de Tokyo, em Paris. Em 2022, ela foi convidada para Kinshasa, para a Bienal Yangon.
Agora eu passo a apresentação de Blik Bassi. Ele é um cantor e compositor bassá, cujo trabalho provavelmente bastante conhecido de todo mundo aqui, se destaca pelo uso da língua bassá, uma das 260 línguas que se falam no Camerun, nas letras de suas canções. Iniciou sua carreira musical no grupo Macuse, promovendo uma fusão de jazz, soul e cultura banto. Em 2015, seu álbum Ako fez um cruzamento de blues e folk, revisitando a vida e o legado de Skip James. Em 2019, seu álbum 1958, dedicado à memória de Ruben Niobe, não sei se eu pronunciei certo, mas qualquer coisa assim me corrige, que é uma figura política e cultural do Camerun e símbolo da resistência anticolonial do país, confirma esse álbum, então, de 1958, confirma seu sucesso. Desde 2023, ele integra a Comissão de Memória do Camerun. Bom, feitas essas introduções, eu me permito aqui abandonar provisoriamente o português para conversar mais diretamente com o Blik e com o Maia. Então, bom, vou passar o francês, vocês colocam o fone, que a partir de agora a nossa conversa ça sera tout en français. Donc, la première question que je voulais vous poser, en fait, pour tous les deux, en fait, toutes les questions que j'ai préparées sont les questions qui s'appellent les deux. Donc, toutes ces deux questions, voilà, les questions s'appellent les deux. Et cette question concerne le problème des origines. Donc, le travail de chacun d'entre vous promeut une sorte de retour aux origines comme une manière de faire face aux traumas sociaux accumulés tout au long du processus colonisateur. Donc ces retours aux origines comme une forme de libération du trauma, du traumatisme, il se déroule un peu comme une sorte de reprise, de prise de conscience radicale par rapport aux cultures originaires, par le biais d'un stimule à imaginer une sorte de futur qui ne soit plus déterminé par ces traumatismes. Mais j'aimerais savoir de vous, dans ces premiers moments, sur comment cette conscience est apparue dans votre vie. J'aimerais spécialement qui ont déroulé ici, maintenant, un peu plus sur cette idée collective d'origine, mais aussi, pardon, je voulais parler non pas de l'idée collective d'origine, mais au contraire sur l'origine dans une perspective individuelle, subjective, victime. Donc la question est comment vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui. Donc l'origine, qu'est-ce que c'est l'origine pour vous? Et donc l'origine, je veux dire personnellement. Voilà. Première question posée. Merci pour la question. Je vais commencer par juste mettre cet objet. Sus memorias de Meir. Je voulais juste montrer ça, tout simplement. Je voulais juste dire cette phrase pour rappeler que nous sommes en ce moment dans une situation où nos mémoires tremblent. Parce que des guerres dont on entend tous et toutes parler aujourd'hui sont en train de reformuler de façon extrêmement violente notre futur commun. Et donc c'est une façon de mettre ici avec nous la conscience de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, mais aussi au Congo, au Soudan, en Ukraine et dans beaucoup de territoires qui sont sous l'oppression coloniale et capitaliste. Mais voilà, c'est une façon de rappeler qu'en ce moment, où nous parlons, il se passe ça.
question existentielle pas très légère. À mon niveau. Cette question de l'origine, elle est, je pense, différente chez tout le monde. Mais c'est vrai que quand on dit origine, j'ai toujours envie de rajouter les mots que sont origine, héritage et mémoire. Moi, je suis née au Gabon, en Afrique centrale, d'une mère gabonaise. J'ai grandi et je suis arrivée en France quand j'avais 10 ans. Pour te répondre, cette première séparation a été une des premières violences personnelles de l'enfance, c'est-à-dire de devoir partir d'un univers qui était commun. Enfin, tous les enfants peuvent traverser ça. Et ensuite, j'ai vécu donc, au Gabon et au Cameroun, je tiens à le dire parce que j'ai aussi un lien affectif et familial avec le Cameroun. Mais ma maman est décédée quand j'avais 19 ans, et la perte d'un être cher et d'un parent, notamment quand on n'est plus dans le pays de notre naissance, vient bousculer des questions liées à l'origine, parce que tu sais que tu ne pourras plus avoir le lait près de toi, des réponses de d'où tu viens, aussi facilement. Mais si je parle d'héritage, c'est aussi que, justement, je suis en France, j'appartiens à divers territoires, je suis gabonaise et française, et donc j'hérite aussi de l'histoire de 2 continents en conflit historique, liés à l'histoire coloniale de la France. Et donc, dans mon corps même, j'hérite de ce que j'appelle l'audace du colon et du besoin de résistance du colonisé. J'hérite de toutes ces mémoires-là. Et j'ai été élevée d'une certaine manière qui me donnera toujours le besoin d'être en traduction de ces espaces, mais de venir aussi poser des questions. C'est comme si j'étais née pour poser des questions qui dérangent. Du coup, le terme d'origine aujourd'hui, même je le mets de côté. Parce qu'il est une étape, mais aujourd'hui, le terme d'héritage me questionne beaucoup plus. Tout comme le terme de mémoire est quelque chose, par exemple, j'ai toujours eu l'impression que je portais des mémoires très anciennes, que je portais la mémoire de ma famille, que j'avais besoin, comme des gens de ma génération, de faire un travail, de remettre des pièces du puzzle à l'endroit, qui n'est pas qu'un travail personnel, mais qui, encore une fois, dès lors que tu appartiens à des territoires qui ont cette histoire conflictuelle, te force à voir que c'est en fait une affaire collective. Et notamment par le deuil, qui était un passage extrêmement important et constructif, à la fois parce que ça a des bases comme tout le monde, mais aussi parce que ça te fait grandir et ça te fait très grand les yeux. Ça te force aussi à regarder l'histoire de ton pays et l'histoire de l'endroit où tu es, avec la conscience que tout le monde peut traverser ça, que tout le monde a ses questions et que tout le monde porte le besoin de dignité, le besoin de sépulture, le besoin de... Je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais voilà. Moi, je pense que je vais faire un tout petit peu comme Ayana, avant de commencer de parler de ce qui a déclenché ma dynamique de questionnement. Je vais merci. Donc je vais demander à ce qu'on prenne juste 1 minute de silence pour ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, notamment de Ben Omiorel, dont l'anniversaire de la mort était le 13 septembre dernier. Et je demande parce qu'il est important désormais partout où je vais, à chaque fois que je suis invité, que
que ce soit pour un concert ou pour un échange, je demande à ce que cette minute de silence puisse être faite. Tout simplement parce que chez nous, nous ne leur avons pas encore accordé une minute de silence aux gens qui ont donné leur vie pour l'indépendance de ce que nous avons appelé le pays. Je demande donc une minute de silence. Merci beaucoup. Maintenant, pour répondre à la question, moi j'ai eu la chance de naître et de grandir au Cameroun, où j'ai passé plus de la moitié de ma vie aujourd'hui. Et je suis donc arrivé en France étant adulte. Et c'est lorsque je suis arrivé en France que je me suis rendu compte que j'appartenais à notre territoire, un territoire qui était porteur d'histoire. Mais ce questionnement est arrivé parce que lorsque j'arrive en France, je viens pour essayer de développer ma carrière d'artiste musicien, et un soir, je sens comme un malaise. Et ce malaise, je ne savais pas d'où il venait. Et des jours après, en me posant la question de savoir qu'est-ce qui m'anime pas dans le ressenti qui m'animait à ce moment-là, finalement, je me suis rendu compte que cela provenait, en cherchant que cela provenait peut-être d'une crise existentielle et une crise identitaire. Car les questions ont commencé à remonter, puisqu'on disait de moi que j'étais un Camerounais. Et moi, je vivais au Cameroun et je ne savais même pas que j'étais noir, puisque la question s'était jamais posée. Et j'arrive en France et je me rends compte qu'en fait, je suis noir. Puisque désormais, je suis confronté à des problématiques qui proviennent de la couleur de ma peau, de mes origines. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions, de savoir c'était quoi être un Camerounais. Et donc, dans ces questionnements, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai découvert que je n'étais même pas un Camerounais, j'ai découvert que j'étais un faux Français. Dans le sens où l'espace où j'avais grandi était une copie complète, mais mauvaise, de la France et donc de l'Occident, puisque les formes des maisons étaient des copies de maisons françaises, que notre constitution était une copie de la constitution française, que notre modèle économique, modèle culturel, modèle éducatif, la langue nationale au Cameroun, c'est le français. Bref, que toutes les informations matérielles et immatérielles étaient tout simplement des copies, des mauvaises copies en plus, de la France. Et donc, comment dire comme Camerounais, lorsqu'on a grandi dans un espace où, en fait, toute la structure matérielle et immatérielle est tout simplement une copie d'un lieu fantasmé qu'on ne connaît pas, et qui finalement nous appelle, puisque quand on vit dans la copie, on a envie de voir l'original. Et que logiquement, de manière naturelle, à l'âge adulte, tous les Africains devraient avoir envie d'aller voir l'original. Et donc en fait, quand on parle de la question migratoire aujourd'hui, on ne se rend même pas compte que logiquement, les Africains à l'âge adulte devraient avoir envie d'aller en France, puisqu'ils vivent dans un espace qui est une copie de l'Occident et qui a été installé avec une volonté. Et donc moi, mes questionnements ont commencé à ce moment-là de savoir où se trouvait la Camerounité en moi et qu'est-ce que ça voulait dire être Camerounais. Est-ce que j'étais plus un faux français, comme je l'ai dit, ou tout simplement un apatride, quelqu'un qui n'avait pas de pays, puisque cet espace n'avait pas été pensé par mes ancêtres. C'est les autres qui ont décidé de l'existence de cet espace sous la forme actuelle. Et en plus, ils l'ont tiré avec force dans
l'espace monde global dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est porté par l'impérialisme, le capitalisme, et c'est la loi du plus fort qui règne. Et les miens, je me rends compte encore aujourd'hui qu'ils ne savent pas encore où ils sont. Ils ne se rendent pas encore compte qu'ils sont dans un espace où c'est la guerre et où c'est le plus fort qui décide de tout et qui bouffe tout. Et donc petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte de ça. Et aujourd'hui, j'essaie d'utiliser mon art pour essayer de finalement sensibiliser les miens pour que peut-être on commence à décider à un moment donné d'avoir un pays, parce que pour le moment, nous sommes des apatrides. Merci beaucoup pour vos réponses. Je voulais juste faire un petit commentaire avant de passer à notre question. C'est que je voulais en fait faire un peu mon témoignage personnel par rapport à la question des origines, parce que c'était une question posée. J'ai vécu 7 ans en France, 7 ans à Paris, évidemment, tout le monde le sait. Paris, c'est une ville très cosmopolite. Il y a des gens de tout le monde là-bas, et souvent, presque toujours, quand je me présentais, quelqu'un me demandait qui était mon origine. Ça, c'est une question classique. Voilà, comme toi, je ne m'avais jamais posé cette question, parce que je me dis, personne ne me demande d'où je viens. Au maximum, quelqu'un me dit, avec ça, je viens au maximum, mais l'origine n'est pas du tout une question. Mais le problème le plus grave, je pense, c'est pas la demande. Je pense que le micro ne marche pas très bien. Alors, Maurice. Oui, ça marche. Donc, le problème, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, le problème n'était pas du tout la question. Quoique elle me faisait bouger quelque chose dans mon intérieur, mais le problème le plus grave, c'était la demande qui venait après. C'était par rapport à mon accent. Tu n'as pas d'accent, donc on ne sait pas d'où tu viens. C'était la question immédiate. Puis, tout le monde me disait, me demandait, on me disait, tu n'es pas noir. Ce que pour moi, n'était pour moi jamais une question. Toute ma famille est noire. C'est pas en doute, c'est pas une question. Et on disait, tu es métisse. Et je disais, ça importe à quoi? Parce que je suis toujours noir en étant métisse ou n'importe quoi. Donc voilà, cette question des origines, c'était vraiment une question pour me chauffer, quoi, parce que de la même manière que ça vous chauffe, ouais, de la même manière que ça vous chauffe, ça me chauffait beaucoup. Et aujourd'hui, je me sens très soulagé. Je suis dans un endroit, je suis de retour à un endroit où personne ne me pose des questions. Donc je voulais juste vous introduire dans le sujet. Donc je passe à une deuxième question, qui est une question très chère aussi à moi, qui, voilà, enfin tous les deux, Ligue, Maya, vous avez des supports artistiques très différents dans le travail, n'est-ce pas? Mais il y a, je crois, au moins un aspect, sinon l'aspect le plus fort qui relie les travaux que vous faites, qui est le mot. Le travail avec les paroles, les mots. Voilà. On sait très bien que la langue, en étant multiculturelle, des contacts très immédiats, c'est aussi un des premiers cycles dans le geste colonial. La langue, tout comme dans le langage, reste marquée de traces de ces attaques, mais aussi beaucoup de résidus de cette langue première.
Donc ce n'est pas un hasard qu'une manière de mise à jour récurrente de ces attaques, c'est dans le commentaire que quelqu'un ne parle pas correctement la langue, ça c'est pas correct, regarde comment cette personne ne parle pas bien. Moi j'ai beaucoup entendu parler, j'écoutais tout le temps, ce n'est pas français, j'écrivais ma thèse en français, donc c'est pas français ça. Et je disais, ah ok. Donc voilà, c'est pas non plus un hasard si Frantz Fanon, dans le Beau Noir Masque Blanche, parle dans le tout premier chapitre, qui est par la langue que la société attribue au sujet noir la masse blanche. Donc, tant mieux, plus correct parle quelqu'un, moins noir il est face à la société, sous les yeux de la société. Donc, je voulais que réfléchissiez un peu sur la présence de cette question de la langue et du langage dans le travail à vous. Qui commence? Alors, effectivement, la langue a une importance essentielle. Pour ma part, j'ai rencontré ma langue maternelle. Bien sûr, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit, d'être né et avoir grandi au Cameroun. Et la première langue, celle qui a structuré ma pensée et ma perspective, c'est la langue Bassa, la langue maternelle, que j'ai eu la chance d'apprendre et qui, pendant mon enfance, était aussi une langue qui à un moment donné, est devenue la langue de la honte, puisque les parents, les parents de la génération de mes parents voulaient ressembler aux colons. Il fallait être civilisé, donc il fallait bien parler la langue française et il fallait, à la limite, ne pas parler des langues locales. Et donc moi, quand j'étais à l'école au village, pour nous empêcher de parler la langue Bassa et pour nous obliger à parler de la langue française, on accrochait à la personne qui avait parlé en dernier la langue, on lui accrochait un espèce de collier, de gros collier, avec une boîte, et à l'intérieur il y avait des cailloux. Donc quand il marchait, ça faisait du bruit, et toute l'école savait que tu étais la personne qui avait parlé la langue en dernier. Et il fallait à tout prix que tu te débarrasses de ce collier. Donc à l'école, en fait, dans la cour de l'école, tu cherchais, tu marchais, tu faisais le tour pour chercher qui est en train de parler à ça, et pour le fumer, lui refumer le collier. Et donc c'était quelque part la langue de la honte, il ne fallait pas la parler. Et finalement, bien sûr, ce n'était pas très compliqué de se débarrasser du collier, puisqu'il suffisait de pousser un enfant que la première langue qui sortait, c'était la langue maternelle. Et tu enlevais le collier et tu le diffusais. Et donc, ayant grandi dans cette réalité, et plus tard, lorsque j'arrive en France et que je continue ma carrière d'artiste et musicien, bien sûr que les premiers producteurs que je rencontre me disent il faut chanter en anglais ou en français, parce qu'autrement, avec ta langue, personne ne comprend. En fait, tu n'as pas beaucoup de chance de faire une carrière internationale et même une carrière juste en France. Et la chance que j'avais à cette époque, c'est que lorsque je suis arrivé en France, je me suis rendu très vite compte que si j'avais quelque chose à vendre et à partager avec les humains venant d'autres espaces de la Terre, en fait, c'était mon histoire. C'était l'histoire de mon village. Ce que j'avais dans mon sac, c'était des provisions qui provenaient de mon enfance, de chasseur dans le village, de pêcheur, des souvenirs que j'avais passés avec mes grands-parents. Mon envie de reconnecter avec cet espace, puisque c'est quand j'arrive en France que je me rends compte que je suis noir et que cette réalité me renvoie de manière hyper puissante
parce qu'il fallait que je me raccroche à quelque chose. Et ce que j'avais, c'était le village dans lequel j'avais grandi, les souvenirs avec mes grands-parents, avec mes parents au village, avec mes cousins. Et donc, à mon arrivée en France, m'a renvoyé de manière brutale vers le village. Et j'ai commencé à aimer encore 10 fois plus mon village, puisque c'était ce que j'étais réellement. Et donc, du coup, j'ai décidé vraiment de garder, d'utiliser cette langue, la langue bassa, comme ma langue d'expression, puisque dès que j'ouvrais la bouche et que je me mettais à chanter, je n'étais plus en France, j'étais au village. Et c'est incroyable parce que chaque langue a des subtilités, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Et chaque langue est porteuse de souvenirs, d'un imaginaire qui lui est propre. Et donc à chaque fois que je me mettais à chanter en langue bassa, dans la solitude dans laquelle je me retrouvais en France, je n'étais plus seul, puisque j'avais en image mes grands-parents, l'ambiance du village qui était là, et en plus j'avais la chance d'appartenir à une famille nombreuse, puisque mon père, on était 21 enfants, mon père, il avait eu des différentes femmes. Et pour moi, cette ambiance a manqué dans la solitude française. Et donc, la langue était le véhicule qui me ramenait à ce que j'étais réellement. Et donc, j'ai décidé de garder cette langue comme outil principal d'expression, puisque à chaque fois que je me mets à m'exprimer avec cette langue, je ne peux pas mentir. Je suis obligé d'être sincère parce que c'est la langue de sincérité pour moi, cette langue-là. Et parce que c'est cette langue qui me permet aussi d'être à la bonne fréquence, celle qui m'amène et me permet de me connecter avec les cœurs des autres humains. Et donc finalement, parce que cette langue me permet d'être à la bonne fréquence, elle devient la langue universelle pour moi, puisqu'en fait elle devient tout simplement un véhicule qui porte une émotion et des vibrations qui me permettent de me connecter au cœur des uns et des autres. Et qui me permet également de donner le maximum et de parler avec mon cœur, avec mes tripes. Oui, la langue elle est essentielle et pour moi, c'est la chance de parler cette langue qui, quelque part, est aussi l'une des rares choses que j'ai en tant que Camerounais, c'est-à-dire quand on dit que je suis Camerounais aujourd'hui, l'un des éléments de la camerounité qui me reste est cette langue en fait, parce que malheureusement énormément de Camerounais aujourd'hui ne parlent plus de langue. Et moi la chance que j'ai, c'est que ce qui peut encore faire de moi un Camerounais, si tant est que nous sommes des Camerounais, c'est peut-être le fait que je parle cette langue. Donc la langue elle a une importance incroyable puisqu'elle forge notre pensée, notre souvenir, notre univers et elle est vraiment le véhicule premier qui permet de se connecter à l'autre et également c'est elle qui permet aussi à travers la poésie de mettre des prédispositions de communication, d'échange, même pour des sujets très compliqués. Quels sont les mots qu'on utilise pour que même quand on est en colère, on puisse discuter avec l'autre. Le choix des mots permet en fait de manière apaisée à mettre des prédispositions pour des échanges, puisque de toute façon, on est tous bloqués sur cette pierre qu'on appelle la Terre, donc on est obligé de vivre en paix. Autrement, on ne va pas pouvoir s'évader de cet espace. Comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose de manière paisible et de rentrer dans notre rôle premier, celui de contributeur pour la chaîne entière. Donc, la langue est essentielle. Déjà, je dois dire que j'envie justement d'avoir eu cette transmission-là. Moi, du coup, j'appartiens plutôt à cette génération à qui on n'a pas transmis les langues, et qui pourtant, les langues t'entourent. Tu es entouré de diverses langues, mais on ne comprend pas, on ne t'explique pas. Dans mon cas, au Gabon, c'est aussi un pays où il y a énormément de langues. J'ai l'impression qu'on le sait, c'est le continent qui a la plus grande concentration de langues, et en même temps, c'est aussi le continent où les langues disparaissent.
Dans le cas du Gabon, le français a une place forte parce que c'est resté comme une langue nationale, alors que le pays a une quarantaine de langues par ailleurs. Mais c'est un français que maintenant, avec l'âge ayant fait des détours dans la vie, que je vois comme un français presque créolisé par le temps, que les Gabonais se sont réappropriés. Donc c'est comme, c'est un français, c'est une autre langue. Mais entre les grands-parents qui parlent dans des langues, dans diverses langues, mon père qui m'a élevé, qui est donc du Cameroun, qui lui, en famille, parle pas ça, et voilà, mais jamais ne nous explique. Moi, ce que j'ai vu des langues, c'est que j'ai vu cette richesse en circulation sans qu'on te la transmette, mais pourtant, tu portes en toi des langues fantômes, tu as comme des fantômes en toi qui sont la richesse que portent ces langues qui t'entourent. En arrivant en France, ce que j'ai observé de ce pays-là, donc la France est donc un ancien, encore une fois, un pays qui faisait partie de l'Empire, et quand des générations de personnes issues du continent africain sont arrivées en France, il y a eu ce qu'on appelle la politique d'assimilation. Donc il y a eu aussi tout un rapport à la langue qui a été extrêmement violenté, où déjà, quand les Français étaient dans nos pays, ils interdisaient de parler la langue, c'était déjà une première chose, mais cette interdiction-là, elle est restée même pour ceux qui sont arrivés en France dans les diverses immigrations. Le rapport à la langue a toujours été... On disait il ne vaut mieux pas transmettre, il ne vaut mieux pas embrouiller les enfants, on va dire. Et ce que j'ai observé, c'est quelque chose qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir, c'est de voir mes parents, en arrivant en France, justement changer leur façon de parler pour s'intégrer. Rentrer dans des lieux sociaux et parler, j'ai l'impression qu'ils jouaient de la comédie. Ils essayaient de parler sans doute, enfin, ils changeaient leur façon de parler, changeaient les mots, ils changeaient leur attitude pour correspondre à quelque chose. Et je voyais ça comme faux. Et je me souviens que j'étais un très observateur, je voyais toujours plein de choses dans la tête. Je vois des adultes qui sont dans leur monde d'adulte, et leur monde de mettre leur masque social. Et là, tu vois tes parents qui, d'un coup, essaient de correspondre à quelque chose qui ne venait pas. Et ça m'a toujours, j'ai toujours gardé ça dans la tête. Cette espèce de quelque chose de leur compte qu'ils étaient qu'ils avaient intégré ça, que je n'ai pas du tout voir, c'est pas clair. Plus tard, personnellement, vivant donc avec plutôt des langues fantômes que la multiplication des langues que je peux comprendre, c'est le détour par les auteurs créoles de la Martinique, de la Guadeloupe, qui m'ont donné énormément de réflexion et de force pour comprendre qu'est-ce que c'est de vivre avec diverses langues, même les langues absentes, mais surtout de partir d'auteurs et d'autrices qui réfléchissent au fait qu'ils ont pu réinventer leur langue intégralement. C'est-à-dire les auteurs, les autrices et les gens de la Caraïbe française, comme on dit, ont du tout réinventé de leur culture, puisqu'on les a déportés du continent africain, qui venaient de divers espaces du continent et ne pouvaient même pas se parler entre eux. Ils ont dû inventer des langues. Aujourd'hui, pour moi, les auteurs de la Caraïbe en France, quand tu les lis, leur langue est surmusclée de divers rapports au monde, et c'est dans la langue française même. C'est-à-dire, c'est un français créole, c'est un français musclé du créole. Et c'est plutôt sur cet angle-là que cette question m'intéresse aussi, la façon dont les langues se musclent, dont les pirates, parce que sur le continent africain, il y a des pays qui ont gardé comme langue nationale, on va dire, une langue du pays, la langue la plus parlée, je pense au Sénégal, on parle le Wolof, on parle au Mali, on parle au Rwanda, et que ce sont... Ça n'a pas créé toutes ces... Ça a généré bien d'autres manières, en fait, de la langue. Et pour finir, j'ai envie de citer un auteur aussi, je pense très important sur cette question, c'est un monsieur qui est décédé cette année, qui s'appelle Ngugi wa Thiong'o, donc un auteur du Kenya, qui a écrit un livre très important qui s'appelle Décoloniser l'esprit, et qui aborde totalement cette question de la langue sur le continent africain, en rappelant qu'en fait, non seulement
on a brisé le rapport sensible que les gens avaient à leur langue, parce que tu vois, c'est la langue de l'enfance, de là où tu as grandi, c'est la langue sensible. Et lui, il fait cette dichotomie-là entre langue sensible et langue intellectuelle. On a en fait forcé, le système colonial force aux gens à avoir une langue sensible, la langue de chez toi et la langue que tu vas parler à l'école, quand tu réfléchis, tu es censé t'exprimer en une autre langue. Donc il analyse ces choses-là et lui a fait un choix très radical à l'époque de ne plus écrire que dans sa langue qu'il a, de faire du théâtre dans sa langue, pas en kikuyu et en swahili, de faire du théâtre dans ces langues-là, et en fait, à partir du moment où il a fait ce choix, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a exclu, parce qu'en fait, il tenait des propos politiques qui, une fois qu'il parlait dans la langue que tout le monde parlait, qui n'était plus pas l'anglais, sinon il écrivait en anglais, là, politiquement, il est devenu dangereux, et il a été sorti, il a menacé sa femme, bref, il a vécu en exil quasiment toute sa vie, ce monsieur. Et il rajoutait que la Bible a été traduite dans toutes les langues du continent africain. Et la Bible a circulé. Et nous, c'est ce qu'il dit, nous devons aussi reprendre nos langues créées, écrire dans les langues du continent. Et je dis ça sans même moi parler des langues du continent. Mais je trouve que cette question-là est effectivement très, très importante. Et d'où l'importance, personnellement, d'entendre chanter en bassa. C'est une musique avec justement, avec toutes les influences que tu emmènes et que tu amplifies de ta langue, c'est unique, sincèrement. Ouais, juste pour ajouter à ce que tu disais, moi j'ai eu la chance parce que j'ai un président qui m'a choisi aussi, parce que je n'ai pas décidé tout seul comme ça d'apprendre la langue, je ne m'en rendais même pas compte. La chance que j'avais, c'est que mes deux parents étaient bassa et que à la maison, ils parlaient bassa, mais surtout que mon père voulait qu'on vive comme si le monde repartait de zéro. Et donc, quand je commence à travailler donc, la langue avec la musique, la langue bassa, je décide de presque revoir la langue pour qu'elle me serve, vraiment qu'elle soit ce véhicule-là qui va me permettre de porter mon émotion, de porter ma sensibilité, de porter ma vibration, de porter mon énergie pour aller vraiment se mettre à la fréquence des autres. Et quand j'ai décidé de faire ce travail, je commence donc à écrire la langue complètement à ma façon. Et ce qui m'a valu énormément de belles choses. Je vous raconte rapidement une anecdote. Un jour, donc, je sors mon premier album en 2009. Et en 2010, il y a quelqu'un qui m'appelle du Cameroun, une amie qui m'appelle et qui me dit il y a un monsieur qui veut vous voir. Et donc elle me passe le téléphone et je discute avec le monsieur qui me dit il faut que je vous voie. Parce que j'aime beaucoup votre travail, j'adore votre musique, mais il faut vraiment que je vous rencontre. Et il me dit il faut combien, qu'est-ce qu'il faut que je vous paye pour que vous veniez au Cameroun et qu'on puisse se voir. Et comme j'étais pris de court, je ne savais pas trop quoi lui dire. Il dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous donner 5000 mètres carrés de terre au bord de la mer. Je dis, oh, ok, je veux la terre. Il me dit, ok, je vais vous envoyer les papiers de la terre et une fois que vous les aurez, je vous envoie le billet d'avion et vous venez parce qu'il faut que je vous rencontre. 2 semaines plus tard, j'avais des documents qui attestaient que j'étais désormais propriétaire de 5000 mètres carrés au bord de la mer. Et donc, il m'envoie les billets d'avion, j'arrive au Cameroun, je vais à Créby, là où il habitait. Et quand je descends de la voiture, dans mon chauffeur me chercher, quand j'arrive chez lui, je descends de la voiture, il me voit et me dit, c'est vous? Je dis, oh, oui, c'est moi. Il appelle sa femme. Il dit, viens voir, il est jaloux. Il dit, mais qui vous a appris
la langue telle que vous la parlez. Je dis, en fait, moi, j'ai juste changé la langue pour qu'elle me serve et pour qu'elle me permette d'avoir de la place pour ma voix et pour mon émotion. Il me dit, mais c'est un plagiat, ce que vous faites. Je dis, non, c'est pas un plagiat. Il me dit, mais à quel âge, qui vous a appris? Parce que vous parlez la langue des initiés. Et donc, c'est comme ça que je découvre que le travail que j'avais fait sur la langue pour vous servir, pour la musique, était donc la manière dont parlaient les bobos, qui sont les initiés, les Bassa et les gardiens des traditions chez les Bassa. Au point où, plus tard, l'association de ces gardiens de la tradition a demandé à me voir pour savoir comment est-ce que j'avais appris à parler leur langage. Parce qu'en fait, c'est des gens qui, lorsqu'ils discutent dans les villages, on peut être assis comme ça et écouter une discussion sans comprendre ce qu'ils disent. Pourtant, c'est la même langue. Tout simplement parce qu'ils parlent avec des espèces de suites de tableaux où ils décrivent des scènes et il faut comprendre les initiés pour comprendre ce qu'ils disent. Et donc, moi, j'étais arrivé à faire ça sans savoir, juste parce que je faisais un vrai travail pour arriver à ramener la langue à ce qu'elle puisse me servir de véhicule qui me permet de me connecter à l'autre. Et donc, voilà, je voulais raconter un peu le fait que désormais, donc je suis devenu, depuis quelques années, le travail que je fais, c'est j'essaie de me battre pour sauvegarder cette langue aussi, parce que les langues sont en train de disparaître au Cameroun, et qu'aujourd'hui, je fais un travail avec ces initiés-là pour réfléchir à comment est-ce que dans 100 ans, on pourra toujours faire des réunions du POC dans les villages, en parlant de la langue, parce qu'autrement, ces réunions se feront dans 100 ans si on ne fait rien en français ou en anglais. Ou peut-être encore en créole avec un anglais au Cameroun. Bon, merci pour le temps. En fait, je voulais rajouter une dernière question parce que je pense que cette question et je voulais beaucoup à nouveau recommencer par un témoignage. Quand je suis au Cameroun de l'année passée, une chose qui m'a frappé, qui était la question de la collectivité, ça m'a réveillé finalement à l'intérieur quelques mémoires, beaucoup de mémoires en fait, de certaines ambiances que j'ai vécues pendant une bonne enfance, etc. Et donc tout le temps, j'entendais l'expression « nous sommes ensemble ». Tout le monde, à la fin, on dit « nous sommes ensemble », et après, évidemment que ça trahit, bon, je m'ai approprié cette expression parce que au Brésil, surtout à Rio, je ne sais pas si dans les autres endroits, ailleurs, on parle de manière, mais ça, c'est exactement, c'est comme d'un jour. C'est pas extrême, parce qu'on mange, il faut manger tous les mots. On disait tout à l'heure, on parlait du mot, donc on mange beaucoup les mots. D'un jour, c'est quelque chose de très informel, mais en même temps, c'est une expression très forte parce qu'elle est un lien. C'est une expression de lien. On est ensemble, donc on se sépare plus. Donc, mais c'est une expression très utilisée dans des espaces plus populaires, périphériques, surtout entre les jeunes, etc. Ça m'a fait toujours penser, immédiatement, je pensais à une chose que j'ai écoutée de l'écrivaine Conceição Evaristo, une écrivaine très importante au Brésil, qui dit qu'il faut toujours une communauté entière pour éduquer, pour élever un enfant. C'est une sorte de signe que l'idée de la solitude, de l'individualité sont compatibles avec la dispute, avec la compétition, l'accumulation du capital, et par conséquent, c'est incompatible avec l'idée du partage, qui est la chose qui m'intéresse, et je pense que vous intéresse. Donc on apprend avec les communautés autochtones au Brésil qui mangent ce qu'ils plantent, qui produisent ce qu'ils utilisent, que l'accumulation du capital est associée à la destruction des écosystèmes, l'exploitation des gens par le biais du travail, etc. Donc, juste pour finir, on n'a pas beaucoup de temps, il faut faire en considération ce détail, mais je voulais, je pense que tout ce que vous avez dit maintenant, c'est très lié à l'idée de la collectivité, donc je voulais savoir comment vous êtes par rapport, vous sentez par rapport à cette importance de la collectivité.
Elle n'est pas facile, cette question, en ce moment en particulier. Où effectivement, on est pris dans un filet individualiste, capitaliste, même dans les tentatives de lutter ensemble. Moi, je suis très attachée dans mon travail, je me trouve dans les archives quand même. Et j'ai passé en effet une année à travailler sur Sarah Maldoror, qui est une réalisatrice franco-guadeloupéenne, et qui a filmé dans les années 50-60, a été filmé les guerres d'indépendance de l'Afrique portugaise. Qui a fait des films sur la guerre d'indépendance de l'Angola, qui a été en Algérie, qui a vécu là-bas, et qui donc correspond à cette période panafricaine et internationaliste, où en fait la solidarité internationale avait un sens organique. C'est-à-dire que tu te déplaçais d'un pays à l'autre, tu étais accueilli, il y avait tout de suite cette notion de solidarité, de prise en compte des enfants, voilà. Et en fait, en plongeant, immergeant dans cette époque-là, parce que Sarah Maldoror a aussi côtoyé tout un tas de noms qu'on connaît, Edgar Cabral, Édouard Glissant, Césaire, Mario Pinto de Andrade. En sortant de cette période de travail, je me suis rendu compte combien on était loin, en fait. On avait perdu ça. Alors, là, on parle de choses très extrêmes, des moments militants, des moments d'urgence révolutionnaires très forts. Mais je vois combien, même aujourd'hui, dans les espaces en lutte, on a du mal, en fait, à juste être dans la solidarité la plus élémentaire. Je ne veux pas être pessimiste, en tout cas, en France, c'est quand même... Je parle à partir de la France où je vis, c'est quand même fort. Et je te rejoins sur le fait que c'est absolument essentiel de penser en communauté, de penser avec les plus petits, avec les jeunes qui nous regardent, qui nous observent et répètent ce qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qui se perd aussi, je crois, d'être conscient qu'on est les plus grands, qu'on est à un endroit et qu'il y a des plus petits qui nous regardent. C'est quelque chose que j'observe, que je vois que les gens n'ont plus cette simplicité. Là où je trouve du lien aujourd'hui, c'est, en tout cas, je vais raconter une anecdote absurde, mais moi je vis à Marseille, c'est une ville qui est particulière en France. C'est une ville, justement, c'est une ville qui a un port ouvert sur la Méditerranée, et c'est la ville la plus méditerranéenne de France. Et ayant cette identité méditerranéenne, c'est une ville aussi d'immigration et d'histoire reliée vraiment à tout l'espace méditerranéen. Et cette ville m'a appris ce que tu décris. C'est-à-dire, parce que aussi, c'est une ville où il y a beaucoup de problèmes, et ben, il y a tellement besoin de s'en sortir qu'il y a énormément d'outils de solidarité, de savoir-faire de solidarité. C'est une ville qui est faite par les gens, qui est vivante. D'ailleurs, quelqu'un de Brésil m'a dit Marseille, c'est la ville la plus brésilienne de France. Voilà. Et moi, cette ville, arrivant de Paris, de région parisienne, j'ai appris quelque chose qu'en fait je ne connaissais pas tout à fait, je crois, qui est ce que tu décris là. À Marseille, je suis dans une petite association de quartier où on fait de la batucada avec des enfants du centre-ville de Marseille. Et en fait, pour moi, j'en parle parce que on est ici au Brésil et que c'est rigolo de parler de la batucada à Marseille avec des enfants de Noël et Belzins, à qui je rends hommage là tout de suite, et qui rêvent de venir ici au Brésil. Mais dans la batucada, il y a les mamans qui jouent, il y a les enfants qui jouent, on est tous dedans, et il y a tout Marseille, il y a toutes les identités de Marseille dans ce projet. Et pour moi, c'est l'endroit le plus pur de ce que la joie, de ce que le collectif peut donner de joie, de force, parce que la batucada, tu es dans la rue, tu prends l'espace, tu as les enfants qui apprennent à mener un orchestre, ils apprennent l'histoire à travers aussi, parce qu'ils apprennent d'où vient la batucada eux-mêmes, qui sont des enfants, on va dire, héritiers de l'histoire postcoloniale, mais en tout cas qui ont aussi ça en eux. Cet espace-là, et de la musique, et de la joie collective, et le risque qui m'enseigne le plus dans l'espace de Marseille. Je répondrai juste sur ça.
La collectivité, c'est le projet même des dieux et de la nature. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on regarde nos espaces, on voit très bien que nous ne sommes que des éléments, des maillons qui composent une chaîne entière, puisque les dieux de la nature ont voulu que nous ne soyons pas seuls. C'est pour cela qu'il y a des vivants de différentes espèces. Puisqu'ici, aujourd'hui, en discutant, il y a des milliers de bactéries visibles qui sont là et qui participent à ce que la vie soit. Et la collectivité est bien commun, qui, comme l'eau, nous a été retirée, et ensuite, aujourd'hui, on la voit comme quelque chose de très rare. Et le capitalisme l'a compris. Il nous retire le bien commun, et ensuite, on doit se battre pour pouvoir le retrouver. Et la collectivité, c'est là, puisque c'est ce qui nous permet au peuple d'être puissant. Et quand on lui enlève, et quand il est éduqué le peuple à mener une vie de compétition, où les uns se battent contre les autres. Et lorsqu'on non légalise la société, ben là, ça permet à ceux qui dirigent et ceux qui ont créé la structure qui gouverne ce monde à pouvoir mieux mettre en place leur projet, puisque c'est ce qui fait en sorte que, par exemple, dans ce qu'on appelle la démocratie, on se sent obligé à créer des groupes, on légalise la politique, il y a ceux de droite, ceux de gauche, ceux du centre, et qui doivent se battre comme exactement au football. Les équipes, les supporters qui se battent pour leurs équipes, pourtant les joueurs ne partagent pas un centime avec eux lorsqu'ils gagnent leur salaire. C'est pareil pour les populations qui se battent, je veux que la gauche gagne, je veux que la droite. C'est politique qui ne partagent pas une thune avec qui. Et donc, parce que tous ces projets permettent de tuer la collectivité, le collectif et la puissance. Et à partir du moment où les populations vont reprendre ce bien commun et vont en faire un élément essentiel pour leur émancipation, alors on verra qu'au Brésil, au Gabon, en Côte d'Ivoire, on se lèvera comme le salon pour le Soudan, pour la Palestine, pour le Congo, etc. Mais les autres, ils savent que c'est ce bien commun, il est ce qui peut faire tomber ceux que nous pensons être puissants. Le plus puissant, c'est le peuple, c'est nous. Et à partir du moment où on remet la collectivité, la solidarité et l'en commun au centre de nos émancipations, alors on y aura peut-être finalement ce qu'on peut les faire, contribuer à ce que la chaîne brille. Pour finir, je suis une artiste, hein, donc je suis un peu folle aussi. J'aime bien les images et tout, mais je pensais à ça tout à l'heure en me disant qu'on est au Brésil, où il y a une immense, une des plus grandes forêts, la plus grande forêt du monde, et nous, on vient, ce qui nous relie, le territoire qui nous relie, c'est la forêt aussi, entre le Gabon et le Cameroun, le bassin du Congo, qui est une forêt essentielle aujourd'hui. Et je voulais juste dire ça, qu'effectivement, pour moi, l'apprentissage du lien et du fait d'être ensemble s'apprend aussi par ce que tu as parlé de tout ce qui nous entoure et de d'interdépendance. La forêt ne fait que nous apprendre ça. Et donc, on vient, nous, du continent africain, aussi, entre autres, et on vient dans un pays où cette conscience, elle est là aussi. Je voulais juste le poser. Voilà, on a traversé l'Atlantique. On se retrouve aussi autour de territoires qui sont en lien avec des forêts essentielles. Donc juste pour conclure
C'est juste un rappel, en fait, on est dans l'espace qui abrite une exposition qui s'appelle Choses vivantes. Donc je voulais bien conclure cette conversation qu'on a eue ici, avec cette invitation de voir l'exposition, d'étudier d'étudier l'œuvre de Diane, ce sont des artistes comme Maya, comme Lix, sont des artistes très rattachés aux choses vivantes. Il faut célébrer les choses vivantes, il faut se rappeler que les choses sont vivantes, il faut cultiver les choses vivantes. Donc, obrigado, merci. Obrigado.